Bonjour. Le jeu vidéo et le super-héros, c'est une grande histoire d'amour. Du premier jeu vidéo en adaptant Superman sorti en 1979 sur l'Atari 2600 jusqu'à très prochainement Gotham Knight, cela fait bien longtemps que les super-héros sont présents dans le jeu vidéo. Et s'il y a bien un super-héros ayant marqué le monde du jeu vidéo ces 10 dernières années, c'est Batman. Créé en 1939 par Bob Kane et Bill Finger, le Chevalier Noir a eu le droit à de multiples adaptations dans divers domaines, dont le jeu vidéo. Si la première adaptation vidéoludique de Batman est parue en 1986, elle est aujourd'hui loin d'être la plus connue et la plus qualitative. Comme beaucoup de jeux à licence, les jeux Batman étaient vus comme de simples produits dérivés et du coup étaient de qualité assez variable. Mais ça, c'était avant. En 2007, un petit studio du nom de Rocksteady a eu l'honneur de travailler sur un jeu Batman qui aura eu un énorme succès et qui donnera plus tard une trilogie, les Batman Arkham. Et c'est de cette trilogie qu'il est question dans ce premier épisode de rétrospective/analyse. Mais juste avant de commencer, quelques petites précisions. Je ne vais pas parler d'Arkham Origin parce que celui-ci n'a pas été développé par Rocksteady mais par Warner Bros. Montréal et que du coup il s'inscrit pas dans la trilogie. D'autant plus qu'il était là que pour surfer sur les Batman Arkham de Rocksteady, il n'apportait rien de très fondamental, si on peut dire ça comme ça. Deuxième précision, les captures vidéo que vous allez voir dans cette vidéo ont toutes été réalisées par mes soins, et à l'écran vous allez voir la version Batman Arkham Asylum sur PC, Arkham City sur PC, et aussi Arkham Knight sur PC, bien que j'ai joué avec une manette. Oui, vous pouvez dire que je suis un hérétique en commentaire, je n'en ai absolument rien à branler. Voilà, sur ce, allons-y. 2007. Rocksteady n'est qu'un petit studio de 40 employés, n'ayant qu'un seul jeu à leur actif, Urban Chaos Riot Weapons. Un jeu qui sera bien accueilli par la critique, mais qui ne les révélera pas encore au grand public. À l'époque, c'est Eidos Interactive qui détenait les droits d'adaptation de Batman. C'est alors qu'il contacta Rocksteady pour envisager un projet sur Batman, et le studio accepta directement, et Sefton Hill, le réalisateur du jeu, mit ses équipes à disposition. Lorsqu'on nous a dit que nous pourrions travailler sur Batman, tout le monde était emballé. En réfléchissant à ce qu'ils voulaient créer, les équipes de Rocksteady se sont intéressées sur 4 points essentiels, qui combinent le gameplay et l'histoire. La navigation, le côté détective de Batman, le combat, et le dernier élément étant, je cite, Batman en tant que prédateur alpha. Nous voulions le présenter en tant que chasseur, capable d'éliminer des bandits armés en étant plus intelligent et mieux préparé qu'eux. Rocksteady n'avait pas encore les mécaniques de jeu, mais leur volonté était que le joueur puisse directement ressentir ce que ça fait d'être Batman à la prise en main. Mai 2007. Rocksteady commença l'écriture du scénario et la production débuta en septembre de la même année. Pour l'écriture du scénario, Sefton Hill et Paul Crocker ont voulu s'associer avec un auteur déjà emblématique de Batman. Paul Dini, co-créateur de Batman la série animée, mythique dessin animé des années 90. Nous avons très tôt décidé de collaborer avec un auteur déjà familier de cet univers. Paul Dini fut parmi les premiers à qui nous avons pensé. Sa présence nous permettait de rester ancrés dans les œuvres canoniques sur Batman. Dans la série animée, Paul est parvenu à traduire le Chevalier Noir des comics sur un autre support sans pour autant perdre la magie de la page imprimée. Nous avions la même ambition pour notre jeu, et il nous paraissait donc tout adapté. Arkham Asylum devait allier deux styles entièrement différents, celui des comics et un style réaliste. Pour y parvenir, Rocksteady a opposé deux concepts différents, l'hyper-réaliste et la stylisation. La stylisation des protagonistes est assez évidente. Les ennemis de Batman sont souvent spectaculaires, avec des caractéristiques et des traits dominants. Mais au vu de notre direction artistique, il fallait avant tout les rendre crédibles. Et justement, pour les rendre crédibles, c'est là qu'intervient l'hyper-réaliste. Plus particulièrement dans les textures ainsi que dans la création des environnements, pour les rendre les plus crédibles possibles, tout en y introduisant des personnages, je dirais, extravagants. Mais le problème, c'est que les membres de Rocksteady se sont vite perdus dans une surstylisation de ces personnages. C'est pour cela qu'ils ont préféré revenir aux interprétations iconiques de Batman, comme celle d'Alex Ross ou Jim Lee. Jim Lee qui a d'ailleurs activement participé à la conception des personnages via l'application de son studio artistique Wildstorm Productions, filiale de DC Comics. Batman Arkham Asylum ainsi que ses deux suites ont été développés sur l'Unreal Engine 3, moteur d'Epic Games. Enfin, une version personnalisée de ce moteur. D'ailleurs, les équipes de Rocksteady mettront plus d'1 an à concevoir les prototypes afin d'obtenir les meilleures performances possibles. Dans leur jeu précédent, Rocksteady avait développé leur propre système d'animation. Cela permettait aux programmeurs de prévoir des transitions rapides entre deux poses pour les personnages de l'IA et d'intégrer ces animations dans le gameplay. Quand ils sont passés sur le moteur d'Epic, ils ont pu améliorer leur système en ajoutant un éditeur d'état d'animation visuelle, entièrement intégré dans l'Unreal Editor. D'après Zaffer Kogan, l'animateur en chef, ce qui rendait les choses faciles, c'était qu'il n'y avait plus de raccourci d'une pose à l'autre. Nous sommes très fiers des personnages que nous avons programmés.
Chacun reçoit la même attention et s'anime du mieux que nous pouvons. Mais bien sûr, donner vie à un personnage comme Batman fut à la fois un honneur et un plaisir. Animer Batman semble aussi avoir été un travail très stressant. Au fur et à mesure que l'histoire et le jeu avancent, Batman encaissera de multiples coups qui laisseront des traces sur sa tenue et sa cape. Et justement, en parlant de sa cape, il faudra pas moins de 700 animations pour parfaire des mouvements réalistes à la cape du Chevalier Noir. Les animations des personnages ont évidemment été réalisées en motion capture. Mais évidemment, quand on fait un jeu vidéo sur Batman ou même sur un super-héros de manière générale, un des points les plus importants, c'est le système de combat. En fait, le système de combat de Batman Arkham Asylum résulte d'une succession d'idées refusées. Les premiers prototypes essayaient de capturer le rythme et l'enchaînement des combats avec des caméras cinématiques et des mécanismes de rythme. Il fallait réagir aux attaques et aux ennemis en ayant appuyé sur une touche adaptée à la situation, en rythme avec la musique. Le problème avec ces prototypes, c'était qu'ils manquaient de profondeur. Ils semblaient déconnectés du reste du jeu et les mécanismes ne fonctionnaient pas si bien que ça avec les groupes d'ennemis. Après plusieurs prototypes abandonnés, c'est finalement grâce à Zaffer Kogan qui avait créé une série de coups exagérés, dans plusieurs directions à plusieurs portées, tout en choisissant le mouvement adapté afin d'enchaîner ses attaques à volonté. Le squelette de ce qu'on viendra à surnommer combat free flow était né. A la base, les équipes de Rocksteady avaient surnommé ce système combat déchaîné, mais la raison de pourquoi on le surnomme combat free flow est principalement due à sa fluidité d'enchaînement. C'est après 21 mois de travail et un agrandissement des équipes passant de 40 à 60 employés que Batman Arkham Asylum sort le 25 août 2009 aux États-Unis et le 28 août en Europe. Les critiques sont unanimes. Batman Arkham Asylum est automatiquement considéré comme un des meilleurs jeux de super-héros de l'histoire. Acclamé par la critique et le public, le jeu se vendra à plus de 593 000 exemplaires en 5 jours, rien qu'en Amérique du Nord, et atteindra plus de 2,5 millions de ventes en fin septembre de la même année. Arkham Asylum recevra plusieurs récompenses. Tout d'abord 3 au British Academy Video Game Awards pour meilleur jeu, meilleure réussite artistique de l'année et meilleur gameplay. Rocksteady recevra aussi un prix de studio de l'année au Spike Video Game Awards en 2009. Bref, c'était une réussite. Et ça l'est encore aujourd'hui. Batman Arkham Asylum raconte l'histoire de Batman qui ramène le Joker à l'asile d'Arkham. Une fois arrivé là-bas, il sent que quelque chose cloche et décide de suivre le Joker jusqu'à sa cellule. Sur le chemin, ses doutes se confirment, car le Joker se libère et prend totalement le contrôle de l'asile d'Arkham et se permet de libérer une pléthore de super-vilains composés d'Harley Quinn, Poison Ivy, Zaz, Bane, l'Épouvantail et Killer Croc. Des ennemis sur lesquels on va revenir. Au fur et à mesure qu'on progresse dans l'histoire, on découvre que le Joker souhaite créer une armée de super soldats à partir du venin coulant dans les veines de Bane, qui lui donne ses capacités surhumaines. Les objectifs sont clairs, arrêter le Joker, confectionner un antidote au venin et reprendre le contrôle de l'asile d'Arkham. Je ne vais pas vous mentir, c'est loin d'être la première fois que je joue à Batman Arkham Asylum. Mais à chaque fois que j'y joue, il y a 2 points qui me surprennent toujours. Le premier, c'est sa structure. Pour que vous compreniez ce qui me surprend, il faut que je vous montre la carte du jeu. Voici la carte. Comme vous pouvez le voir, la carte du jeu est relativement petite. Elle est marquée par 5 bâtiments qui sont tous des points d'intérêt dans lesquels vous allez faire certains allers et retours. J'hésitais à ajouter la Batcave et la prison de Killer Croc, mais pour le cas de la Batcave, vous n'y retournerez qu'une fois, et pour ce qui est de l'antre de Croc, on n'y fait qu'un seul passage. Le truc, c'est que malgré l'espace relativement ouvert de Arkham Asylum, dans les faits, tout n'est là que pour servir l'histoire, et en dehors de ça, il n'y a rien d'autre à faire si ce n'est ramasser les trophées de le mystère. D'ailleurs, en y repensant, la carte de Batman Arkham Asylum me rappelle beaucoup celle du premier Mafia, qui elle aussi n'était là que pour servir de décor géant pour une progression linéaire et quadrillée, ce qui était une de ses forces d'ailleurs. Dans Batman Arkham Asylum aussi, on progresse de façon quadrillée et linéaire. Et justement, en faisant ce constat en tête, je me suis demandé pourquoi est-ce que Rocksteady n'avait pas choisi de faire Batman Arkham Asylum un jeu linéaire. Alors, n'ayant pas trouvé de réponse à cette question, je pars du principe qu'il n'y en a pas, mais si parmi vous des gens ont une réponse, je vous inviterai à la mettre en commentaire. Le deuxième point, c'est le gameplay. Honnêtement, je suis toujours impressionné de voir à quel point le gameplay de Arkham Asylum a aussi bien vieilli après 13 ans. Batman est toujours aussi agréable à contrôler, surtout en combat. Pour frapper, il suffit d'appuyer sur le bouton X ou carré, selon la manette PlayStation ou Xbox que vous utilisez, tout en orientant légèrement le stick de votre manette vers l'ennemi, et quand l'un d'entre eux a un petit éclair bleu au-dessus de sa tête, il faut appuyer sur le bouton Y ou triangle pour contrer l'ennemi. C'est d'une fluidité et le sound design des coups est juste parfait et simple à prendre en main. Ce système de combat est si bien fait qu'il mériterait à lui seul que vous achetiez le jeu pour ne serait-ce que l'essayer. En tout cas, du moins si vous n'avez jamais joué à un jeu qui en reprenait le gameplay.
Batman aura aussi plusieurs gadgets qui serviront dans des situations bien précises, ainsi qu'une vision détective qui elle sera particulièrement utile pour voir vos ennemis à travers les murs ou pour enquêter. Et à tout ça s'ajoute aussi un arbre de compétences. Alors si vous avez déjà joué à un jeu AAA ces 10 dernières années, je ne pense pas avoir besoin de vous expliquer ce qu'est un arbre de compétences. Dans le cas de Batman Arkham Asylum, je trouve cet arbre de compétences à moitié utile. Il se divise en 4 catégories. Tout d'abord les améliorations de combos. Elles vous donnent plus de puissance ainsi que plus de nouveaux combos, probablement les améliorations les plus utiles du jeu. La deuxième catégorie c'est l'amélioration de la vie, qui vous donne une petite jauge de vie en plus. Cette amélioration vous sera particulièrement utile contre les boss qui eux frappent plus fort que les ennemis de base. La troisième catégorie consiste à améliorer les batarangs et débloquer certains gadgets inutiles à l'histoire, mais qui sont probablement utiles pour choper quelques trophées de l'homme mystère. La quatrième catégorie sert à améliorer nos gadgets. Et là encore, à part si vous comptiez ramasser les trophées de l'homme mystère, cette catégorie n'est pas primordiale et à aucun moment du jeu il faudra l'améliorer pour progresser. Il y a aussi une amélioration bonus qui permet d'éliminer les ennemis en hauteur depuis une gargouille. Comme je l'ai dit dans mon petit résumé, pour libérer la ville d'Arkham, vous allez devoir affronter plusieurs antagonistes iconiques de Batman. Je ne vais pas revenir sur tous les boss car la plupart d'entre eux sont globalement bons mais restent assez classiques dans le fond, à l'exception du combat contre l'épouvantail. L'épouvantail a un combat particulier puisqu'il se divise en 3 phases mais qui ne se succèdent pas. En fait, ces 3 phases interviennent à plusieurs heures d'intervalle dans la progression de l'histoire. Lors de ces 3 phases visuellement impressionnantes, Batman va devoir atteindre un projecteur afin de renvoyer la lumière sur l'épouvantail, qui est gigantesque lors de ces phases. Vous allez devoir atteindre le projecteur sans être vu en utilisant vos talents d'infiltration, et si vous vous faites voir, vous mourrez instantanément de la main de l'épouvantail. À titre personnel, je considère ce combat comme étant le meilleur du jeu, car il permet de mettre en avant les capacités d'infiltration de Batman, un bon élément de gameplay légèrement sous-estimé jusqu'ici dans le jeu, et comme je l'ai dit, ces phases sont visuellement impressionnantes. De par leur direction artistique, elle sert aussi narrativement car elle met Batman en face de ses peurs ou de son traumatisme. Sans transition, j'aimerais parler de l'aspect graphique du jeu. Si dans les cinématiques et les expressions faciales, on voit que le jeu date bien de la 7ème génération, pour le reste, je trouve que le jeu a plutôt bien vieilli et est parfaitement regardable. Là encore, sans transition, j'aimerais vite fait parler du scénario. Alors qu'on se mette d'accord, c'est une bonne histoire de Batman, mais je la trouve un peu simple. Je sais pas si c'est dû au fait qu'en tant que fan de Batman, j'ai du coup lu et vu beaucoup d'autres histoires plus complexes et plus intéressantes sur Batman, ou si c'est parce que je trouve qu'Arkham City et Arkham Knight l'ont largement dépassé sur ce point. Alors oui, je reconnais, c'est pas très juste de comparer l'histoire de Arkham Asylum à celle de ces deux suites. Et c'est vrai, pour le coup, je suis peut-être un tantinet sévère. Et justement, puisqu'on le mentionne, si on passait à Arkham City. Comme je le disais, les joueurs et la critique ont été conquis par Arkham Asylum, c'est donc évidemment qu'une suite a été mise en chantier. Avant de passer à Arkham City, Rocksteady a agrandi ses équipes. Ils sont passés de 75 employés à une centaine. Le développement de Arkham City commencera juste après la fin de celui de Arkham Asylum. Comme pour l'histoire du précédent, elle a été écrite par Sefton Hill, Paul Crocker et évidemment Paul Dini. Les histoires de Batman ne tournent pas forcément autour d'accidents d'avion ou de bâtiments. Elles se concentrent surtout sur les relations entre le Chevalier Noir et ses ennemis ou alliés. Gotham City est une ville pleine de personnages forts, et lorsqu'on les rapproche, cela génère toutes sortes de conflits passionnants. Le concept d'Arkham City était de créer une super prison murée et anarchique, où les criminels étaient laissés à l'air libre de leurs actions. Rocksteady voulait créer un environnement où tous les ennemis de Batman pouvaient interagir. Il trouvait fascinant d'observer les relations entre Batman et ses ennemis, mais aussi sa lutte contre eux. Nous avions envie d'utiliser l'environnement pour explorer la façon dont les personnages s'aligneraient dans un monde anarchique. Les criminels ont leurs méthodes et leurs intentions propres. Certains constituent des armées, tandis que d'autres restent seuls et poursuivent leur objectif. Cela nous a permis de créer une histoire où Batman rencontre de nombreux ennemis au sein d'une même trame. Arkham City ne remettra pas les pieds à l'asile. C'est l'asile qui s'invitera en ville. À quoi ressemble Gotham City? À quoi devrait-elle ressembler? Ces questions Rocksteady se les sont posées, et David Ego, le directeur artistique du jeu, y répondra. La ville a revêtu des apparences très variées, au gré des supports, soit gothique et ancienne, soit très moderne. Il était intéressant d'y appliquer la direction artistique d'Asylum, pour montrer que nous pouvions consolider l'Arkhamverse et étendre notre vision. La ville imaginée par David Ego tire ses influences d'un mélange improbable d'architecture datant de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, avec des influences plus contemporaines, ce qui crée un cadre étrange. C'est après 2 ans de développement que Batman Arkham City sortira le 18 octobre 2011 aux États-Unis et le 20 octobre 2011 en Europe. Tout comme son aîné, les critiques seront unanimes et dithyrambiques. Le jeu a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires en une semaine après sa sortie, ce qui en faisait l'un des jeux les plus rapidement vendus à son époque.
Batman Arkham City se déroule quelques mois après les événements de Arkham Asylum. On y incarne encore et toujours Batman qui va se retrouver à Arkham City. Une partie de la ville de Gotham City transformée en une gigantesque prison où les criminels sont libres comme l'air. Dirigée par un certain Hugo Strange qui, en plus de connaître l'identité de Batman, menace aussi de lancer ce qu'il appelle un protocole 10, mais Batman va aussi et surtout devoir trouver un antidote pour se sauver lui-même. Et le Joker car il fut empoisonné par ce dernier qui lui a donné une dose de son sang empoisonné. Un Joker mourant, n'ayant pas supporté les effets secondaires du venin qu'il s'était infligé dans le précédent jeu, ce qui le tue à petit feu. Une véritable course contre la montre dans laquelle Batman devra triompher s'il veut se sauver lui-même et Gotham. Amélioration, nouveauté et changement sont les trois mots qui pour moi définissent le mieux Arkham City quand on le compare à son aîné, à part pour la vision détective qui est sensiblement la même. Déjà le scénario, mais lui j'y reviendrai un peu plus tard. Des améliorations qu'on sent et voit dans le gameplay, avec certains gadgets qui ont été améliorés, les combats rendus encore plus fluides et percutants, histoire de se rapprocher encore un peu plus de la perfection. Et il est d'ailleurs plus facile de faire des gros combos pour gagner plus de points d'expérience. Points d'expérience qui serviront à améliorer les compétences de Batman dans un arbre de compétences lui aussi revu et amélioré. Vous aurez des améliorations pour votre tenue pour résister au combat ou à l'attaque des balles, pour vous camoufler des ennemis capables de vous repérer grâce à des lunettes infrarouges. Vous pourrez aussi faire des attaques planées ou des ondes de choc quand vous atterrissez, ce qui étourdira un petit moment les ennemis. Tiens, puisqu'on en parle, quand vous pouvez planer, vous pouvez aussi plonger puis remonter afin de planer plus longtemps et plus loin. Il y a aussi d'autres catégories qui servent à améliorer nos gadgets, très utiles pour diverses missions secondaires. Il y en a aussi pour le combat, pour l'infiltration, et aussi une catégorie spécialement réservée à Catwoman. Et oui, voilà une des nouveautés spécifiques de cet opus. Nous jouerons Catwoman à certains brefs moments de l'aventure ainsi que dans un épilogue bonus, où elle aura même droit à un combat bonus contre Double Face. Elle a ses propres animations en combat, mais heureusement c'est les mêmes contrôles que pour Batman. Elle a aussi sa propre manière d'escalader les bâtiments, ses propres gadgets, sa propre catégorie dans l'arbre de compétences. Et si tout ce que j'ai dit peut laisser penser qu'elle va jouer un grand rôle dans l'histoire, malheureusement, il n'en est rien. Catwoman est, je trouve, une fausse bonne idée. Car si tout le gameplay développé pour elle est bon, dans les faits, Catwoman n'a aucun impact sur l'histoire. Malheureusement. Elles sont plus là par générosité des développeurs. À part sauver Batman une seule fois dans l'aventure, le reste de ses apparitions ralentissent inutilement le rythme du jeu. Ce qui est vraiment dommage pour un personnage comme Catwoman qui pour moi méritait bien mieux. Vous vous doutez bien, vous croiserez aussi plein d'autres antagonistes de Batman. Comme dans Asylum, il y aura 5 combats de boss où vous affronterez Solomon Grundy, Ra's al Ghul, Mr. Freeze, Joker et Gold Argyle. 5 combats avec des mécaniques intéressantes qui mettent bien en valeur le gameplay et le game design. Et encore, là je parle juste de ceux que vous allez rencontrer dans l'histoire, mais il y a aussi plein d'autres ennemis que vous rencontrerez dans des missions secondaires dispersées un peu partout sur la map. Mention spéciale à la petite confrontation contre le Chevalier Fou qui, je trouve, est visuellement dingue. Ah bah tiens, puisqu'on en parle, voici le plus gros changement de Arkham City, sa structure. Fini les couloirs dirigistes de l'asile d'Arkham, place à l'open world. Comme je l'avais dit, Arkham City est un bout de la ville de Gotham reconverti en grande prison ouverte, qui servira de terrain de jeu. Archaïque et anarchique sont les premiers mots qui me viennent en tête pour décrire visuellement la ville/prison d'Arkham City. Archaïque de par ses bâtiments qui ont une esthétique ancienne mais qui paraissent paradoxalement modernes, et anarchique de par ses routes détruites, ses rues infréquentables de par leur saleté, leurs dégâts et surtout les criminels qui la peuplent. Comme je le disais, il y a plusieurs quêtes secondaires disponibles. Si globalement elles sont assez courtes et sympathiques, si on met de côté celle de l'homme mystère qui est un calvaire, la ville d'Arkham City est l'exemple parfait de l'open world du début des années 2010. Pas encore totalement codifié, mais proche de la plupart des open world qui ont suivi ces 10 dernières années. Si vous n'y avez pas joué lors de sa sortie, il y a peu de chances que l'open world d'Arkham City vous surprenne. Non pas qu'il soit mauvais, mais témoigne de ce qui se faisait de mieux à son époque et qui paraît aujourd'hui un peu dépassé. Bon, à titre personnel, ça m'empêche pas de l'aimer, mais bon, il faut être honnête. Et d'ailleurs, en parlant de ce que j'aime, parlons du scénario. Comme je l'avais dit plus tôt, le scénario de Arkham City est une très bonne amélioration comparé à celui d'Arkham Asylum. Non pas que celui-ci était mauvais, loin de là, mais comme je l'ai dit, je le trouvais un peu trop sage à mon goût. Pour Arkham City, ce n'est heureusement pas le cas. Le scénario est bien plus ambitieux et se permet des choix forts, centré histoire sur le cercle destructeur qu'entretiennent Batman et le Joker. Batman et sa Némésis sont mis au même pied d'égalité. Tout le long de l'aventure, les deux meurent à petit feu, essayant sans relâche de lutter contre le temps. Un cercle où seul Batman réussira à s'en sortir, tandis que Joker se condamnera accidentellement lui-même en poignardant son seul espoir de survivre, brisant ainsi le cercle destructeur qu'ils entretiennent. Un cercle qui aurait pu continuer. Oh, j'espère que tu es content maintenant.
Tu veux entendre quelque chose de drôle? Même après tout ce que tu as fait, je t'aurais sauvé. Arkham City n'est pas la première histoire mettant en scène la mort du Joker, mais pour être tout à fait honnête avec vous, je trouve que ça a rarement été aussi bien traité qu'ici. L'histoire me rappelle beaucoup celle de Killing Joke, qui mettait elle aussi en scène Batman et Joker en face de ce cercle. Un cercle qui, s'il a choisi d'emporter Joker en premier, n'a pas pour autant oublié le Chevalier Noir. You never can win. Use your mentality. Wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. C'est comme ça que c'est arrivé. C'est comme ça que Batman est mort. La direction qu'allait prendre le prochain opus était claire. Rocksteady voulait que Gotham fasse peau neuve, mais voulait aussi et surtout conclure les aventures du Chevalier Noir. Arkham Knight représente le combat ultime pour Batman, parce que pour la première fois, tous les criminels s'entraident. Dans Arkham City, ils étaient en lutte, et Batman pouvait s'en servir à son avantage. À présent, tous ses ennemis sont alliés, et Batman se prépare au pire combat de sa vie. Mais ce n'étaient pas les envies de départ du développement. En effet, une des plus grosses idées de départ était d'enfin introduire la Batmobile. Dès le début, nous voulions introduire la Batmobile. Nous nous sommes ensuite penchés sur l'impact qu'elle aurait sur la taille et la conception de la ville. C'est la Batmobile qui a dicté la taille de Gotham City et non l'inverse. La Batmobile fut un ajout de taille, il a fallu que les équipes lui trouvent une place dans le gameplay et imaginent de nouveaux gadgets pour la faire participer en combat, ainsi qu'à d'autres activités en tout genre. Comme je le disais, les équipes voulaient que Gotham fasse peau neuve. Toujours dans la volonté d'élargir le champ d'action à chaque opus, cette fois-ci c'est toute la ville de Gotham qui est explorable. Rocksteady voulait que la ville paraisse hostile pour Batman, comme si la ville qu'il connaissait s'était retournée contre lui. Lorsque nous sommes passés d'Arkham City à Arkham Knight, le but n'était pas de reproduire le même monde en plus grand. Il fallait trouver un autre moyen de réussir la même transition visuelle qu'entre les deux premiers jeux. Nous devons continuer d'avancer, d'innover, d'enrichir l'Arkhamverse. Le but était de quitter la Gotham City historique pour entrer dans des environnements plus centre-ville. Quitter les bâtiments en briques pour arborer les gratte-ciel néo-gothiques, la rapprochant de nos environnements urbains. En parlant de ville, celle-ci est majoritairement constituée de PNJ. Les équipes de Rocksteady ont pu pour la première fois mettre en place une population dynamique et entièrement procédurale, contrairement aux anciens jeux où les réactions des PNJ étaient scriptées. C'est après 4 ans et demi de développement que Batman Arkham Knight sort le 23 juin 2015, et l'accueil fut relativement compliqué à gérer. Alors pas tant dans la réception du jeu en tant que tel, qui lui fut salué aussi par la critique, et les joueurs consoles. Car oui, si les joueurs consoles ont pu profiter de Batman Arkham Knight dans un bon état, ce ne fut pas le cas des joueurs PC. En effet, la version du titre sur PC était injouable à sa sortie, des bugs, des fichiers corrompus, bref, des problèmes que les joueurs ne manqueront pas de faire remarquer à Rocksteady et à leur éditeur Warner Bros, qui a eu pour effet de retirer la version PC temporairement pendant 4 mois, puis réapparu plus tard le 28 octobre 2015 dans une version PC légèrement améliorée. Alors deux choses. La première, c'est que je vous rassure, la version PC d'Arkham Knight est parfaitement jouable aujourd'hui. Elle a eu un bon suivi, elle a été patchée, il est aujourd'hui totalement possible d'y jouer sans inquiétude au jeu sur PC, et c'est d'ailleurs là auquel vous voyez les captures comme je vous ai dit. Et deuxième chose, mais pourquoi est-ce que cette version PC est sortie dans un état si catastrophique ? Eh ben chers amis, la réponse est simple. En fait, il se trouve que le portage de la version PC a été sous-traité par un studio sous-traitant de 12 personnes. Voilà, Arkham Knight a eu un départ un peu compliqué et chaotique, mais qui heureusement aura été réhabilité au fil des années et bien patché par Rocksteady. Et justement, ça vaut quoi Arkham Knight ? L'histoire de Batman Arkham Knight se déroule 9 mois après l'incinération du Joker. L'épouvantail a semé une gigantesque panique au point de faire évacuer la ville qui deviendra un immense terrain de jeu pour les criminels. Criminels qui se sont tous ou presque alliés pour tuer Batman. Batman va devoir arrêter l'épouvantail ainsi qu'un certain Chevalier d'Arkham, nouvel antagoniste qui semble particulièrement remonté contre Batman et qui possède une gigantesque milice privée ainsi qu'une panoplie de tanks. Mais comme si la menace n'était déjà pas assez grande, on apprendra plus tard que Batman ainsi qu'un petit groupe de 4 personnes sont toujours contaminés par le sang du Joker et se transforment petit à petit en lui. Joker qui reviendra du monde des morts sous une forme hallucinatoire, que seul Batman peut voir et qui prend de plus en plus de place dans l'esprit de Batman. Un long et ultime combat herculien que Batman devra mener pour sauver Gotham, ses proches et lui-même.
Si pour qualifier Arkham City j'avais utilisé les mots amélioration, changement et nouveauté, bah ici je dirais que tous ces mots forment métaphoriquement un autre mot, ultime. Arkham Knight est l'aboutissement du gameplay des jeux Arkham. C'est la meilleure version de la formule. Le combat et l'infiltration sont relativement similaires à celui d'Arkham City, tout comme ce dernier, c'est plutôt ces nouveautés qui finiront d'aboutir le gameplay, qui touchent enfin à la perfection, et oui, j'ose le dire. Parmi ces nouveautés, on peut noter que Batman peut maintenant attraper des objets comme des battes en combat, ou encore terminer ses ennemis en utilisant son environnement. En infiltration, il peut éliminer brutalement plusieurs ennemis à la fois en une fraction de seconde. De nouveaux gadgets comme le brouilleur qui servira à rendre les armes des ennemis inutilisables. Pratique aussi contre les ennemis qui soignent d'autres ennemis, ou contre ceux qui échappent à votre vision de détective. La vision détective a aussi eu le droit à une légère amélioration, surtout dans l'analyse des scènes de crime qui nous permet de revisionner les événements. Comme je l'ai dit, toutes ces petites nouveautés viennent surtout perfectionner le gameplay de notre personnage. Mais la grosse nouveauté de Arkham Knight, c'est évidemment la Batmobile. La Batmobile se joue de deux manières différentes. Premièrement, en tant que voiture, elle va relativement vite et possède même un boost pour aller encore plus vite. Le truc, c'est que la Batmobile est déjà très maniable de base, ce qui fait que par moments, on a un peu l'impression de conduire une savonnette. Surtout dans les virages où il faut un grand temps d'adaptation pour bien les prendre. Elle peut aussi traquer des véhicules pour les mettre hors d'état de nuire. La deuxième manière de la jouer, c'est en tant que char d'assaut. En gros, la Batmobile se met en mode combat pour détruire d'autres tanks grâce à ses mitraillettes et ses canons et ses missiles. Elle possède aussi ses propres catégories dans l'arbre de compétences. Il y en a pour son blindage, ses armes et même d'autres fonctionnalités comme pirater plusieurs tanks pour les relier de notre côté. Et franchement, je trouve ça dingue que ce nouvel élément de gameplay soit lui aussi si complet. Alors j'en vois déjà venir me dire qu'ils ne sont pas d'accord, et pour le coup, je vous invite à me répondre pourquoi en commentaire, car je pense que mon ressenti n'est pas universel concernant la Batmobile. Et justement, puisqu'on parle de la Batmobile, vous pourrez aussi la conduire dans l'intégralité de Gotham. En effet, si dans Arkham City la carte n'était qu'un petit morceau de Gotham, cette fois-ci nous avons le droit à l'intégralité de la ville. Elle se divise en 3 îles. La première, Black Island, la deuxième, Miagani Island, et la troisième, Founders Island. 3 grandes îles reliées par des ponts, reconnaissables de par leur style visuel commun et surtout possèdent chacune des routes en bon état, contrairement à Arkham City, qui elle avait que des routes en mauvais état. Si dans l'histoire les antagonistes sont principalement l'épouvantail, le chevalier d'Arkham et un petit peu aussi Joker, dans les missions secondaires, qui ne sont pas si secondaires que ça en vérité, vous allez devoir affronter une pelletée de super vilains proposant chacun des missions relativement variées, et encore une fois si on met à part l'homme mystère qui lui restera à jamais le personnage le plus casse-couille des jeux Arkham, lui et ses putains de 243 trophées à la con, le reste des quêtes sont plutôt bonnes. En fait, en y repensant, on pourrait résumer Arkham Knight par on prend le jeu précédent et on y rajoute plus de tout. Et dans le cas du scénario, plus de noirceur. Batman Arkham Knight raconte la fin et surtout la mise à mort de Batman. Celui-ci est déconstruit, affaibli et rongé par la peur de perdre ses proches à qui il ment pour soi-disant les protéger, et de constater que son esprit se transforme petit à petit en celui du Joker, qui ne fait que de lui balancer des paroles lourdes au fil du jeu. Une nuit où Batman sait qu'il mènera son dernier combat avant de mourir. Mais ce n'est pas d'une mort physique qu'il mourra, mais d'une symbolique. S'il réussira à sauver son esprit ainsi qu'à ramener un tant soit peu le chevalier d'Arkham dans la lumière, en revanche le mythe de Batman, lui, sera bel et bien mort. Démasqué par l'épouvantail en public, sa légende ne faisant plus peur à personne. Puisque tout le monde sait que c'est Bruce Wayne sous ce masque. Batman n'ayant plus de raison d'exister, activera le protocole Nightfall, disparaissant cette fois-ci physiquement et définitivement. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a vraiment un côté fin de tout, accentué par la mort de certains personnages iconiques à l'univers Batman. Et à titre personnel, je pense aussi que c'est une des meilleures fins qui n'a jamais été écrite pour Batman, voire même une des meilleures fins qui a été écrite pour un super-héros de manière générale. Bref, une très bonne fin, pour une très bonne histoire, pour un très bon jeu vidéo. Cela fait maintenant 7 ans que la trilogie Batman Arkham s'est conclue. Encore aujourd'hui considérée comme un monument du jeu de super-héros, la formule de Rocksteady aura inspiré un nouveau modèle pour les futurs jeux à licence qui auront suivi. A l'époque, son système de combat avait notamment inspiré beaucoup de jeux comme par exemple l'Ombre du Mordor ainsi que sa suite, qui avait presque repris le gameplay à la lettre. Mais si à titre personnel je devais désigner un digne successeur ou du moins un jeu qui reprend à mon sens le mieux la formule, ce serait sans conteste les Spider-Man d'Insomniac Games, qui marchent dans la lignée du Chevalier Noir. Je serais bien tenté de mettre Gotham Knight dans le même panier, mais étant donné qu'il n'est pas encore sorti, je tiens pas trop à m'avancer, d'autant plus que je pense en parler sur la chaîne.
Pour l'heure, même s'il y a plein d'autres points que j'aurais voulu aborder ou mentionner ou voir de qualité ou des défauts, j'ai préféré garder ce qui me semblait être le plus pertinent. Si j'ai loupé des choses, je vous invite à le dire en commentaire. En attendant, j'aimerais conclure cette première vidéo en vous remerciant profondément déjà de l'avoir regardée et aussi en remerciant profondément Rocksteady pour cette très bonne trilogie qui aura marqué le monde du jeu vidéo, tout comme Batman aura marqué le monde.